Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur le plateau de cette édition spéciale. C'est le 8e opus ce soir de la collection L'entreprise à visage humain qui est le fruit d'un partenariat entre KTO et DCX. Ce soir, nous allons parler de la gestion des hommes et de la compétitivité de l'entreprise. Aujourd'hui, le débat sur la compétitivité se concentre souvent sur le coût du travail, sur les crédits alloués à la recherche. Mais quelle est la place de l'homme dans tout ça, en particulier dans un contexte de crise? Est-ce que respecter l'homme dans l'entreprise, c'est un luxe qui est réservé aux périodes fastes ou au secteur en expansion? Ou bien est-ce que c'est un investissement d'avenir? Et dans quelle mesure les conditions de l'innovation passent-elles par le respect du génie humain? Dans tout cela, bien sûr, nous nous demanderons aussi si la doctrine sociale de l'Église, l'anthropologie chrétienne, peut contribuer à étayer notre réflexion. Et pour discuter de tous ces sujets, j'ai la joie d'accueillir 4 invités. Monsieur Alan Duke, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez été responsable du personnel du groupe Michelin de 1997 à 2005. Vous êtes une illustration en quelque sorte de la culture Michelin, puisque si j'ai bien compris, vous étiez rentré dans le groupe à l'origine pour donner des cours d'anglais. Alors est-ce que vous êtes un cas unique d'une trajectoire étrange, un produit emblématique, ou est-ce qu'il y en a d'autres comme vous dans le groupe? D'abord une correction, je n'étais pas le responsable du service du personnel du groupe Michelin. J'ai eu des postes à la direction du service du personnel. Est-ce que je suis typique ou atypique? J'en sais rien. Je suis britannique. Ce qui est déjà une étrangeté, j'ai fait une forcément. carrière internationale en passant par Clermont-Ferrand. J'ai changé de poste très régulièrement au cours de l'entreprise. C'était un voyage fabuleux de découverte. Donc, dans ce cas-là, je suis très typique. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai passé 35 années très heureuses chez Michelin. Voilà. Alors, on verra pourquoi chez Michelin, par exemple, on parle plutôt de personnel que de ressources humaines. On aura l'occasion de développer tout ça tout à l'heure. Avec nous également ce soir, Gervais Hans, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez un long parcours de responsable syndical, de militant même, des responsabilités importantes à la CFDT dans le domaine de la sidérurgie. Et puis, voilà que à la fin des années 90, vous avez pris d'autres responsabilités, contribuant à diriger une filiale qui visait à aider au reclassement d'un certain nombre de personnes dont les usines avaient fermé. Et vous poursuivez aujourd'hui dans cette voie. Vous êtes maintenant à la tête d'une entreprise de conseil qui s'appelle Omega. En 2 mots, qu'est-ce que vous faites? Alors Omega, ça veut dire Homme Emploi Gestion des âges. Je ne suis pas un dirigeant de l'entreprise, je suis cofondateur avec d'autres personnes. C'est un cabinet qui est spécialisé dans l'accompagnement des transitions professionnelles et plus particulièrement des salariés seniors ou fragiles. C'est-à-dire c'est la continuité de ce que j'ai pu faire pour le compte du groupe Arcelor à l'époque, dans l'entreprise à l'envers, qui a été d'ailleurs l'objet d'un film. Le premier de cette collection, du bleu sur les hauts fourneaux, oui, il y a quelques années. Et qui racontait l'histoire de cette entreprise à l'envers, qui consistait finalement à donner de l'emploi à des gens qui n'étaient plus en capacité de rester dans leur cœur de métier, en partant d'eux, de leur savoir-faire professionnel et de leur savoir-faire extra-professionnel, et de chercher les activités qui pouvaient leur correspondre, tenant compte de la situation physique, psychologique ou de compétences qui étaient la leur à ce moment-là. Avec nous également ce soir, Monsieur Xavier Grenet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez pendant longtemps été le DRH d'un grand groupe, Saint-Gobain. Un DRH peut, sans angélisme, être vraiment porté par un respect pour l'homme? Écoutez, pour moi, c'est vraiment au centre du métier. Je ferai une même précision que mon voisin de droite. J'étais le DRH du groupe pour les cadres supérieurs, les cadres dirigeants. Donc, je n'avais pas la responsabilité des affaires sociales du groupe. Mais alors, vraiment, pour moi, on est vraiment au cœur du sujet. C'est-à-dire, je pense que le rôle d'un DRH, c'est de travailler à la performance de son entreprise et c'est d'être vraiment au service des hommes et des femmes de l'entreprise. Et vraiment, ça veut dire pas simplement dans les mots, pas simplement quand on veut capter la sympathie de ceux à qui on parle. Et je reste persuadé que là, vous posez ce soir un sujet qui est vraiment au cœur des questions d'aujourd'hui.
Et avec nous pour en parler aussi le père Nicolas Butet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur de la communauté Eucharistain, mais c'est pas tellement pour ça qu'on vous a invité ce soir. C'est aussi parce que vous êtes vice-président de la fondation Ecophilos et puis vous êtes également lié à la fondation Zermatt Summit. Bref, vous réfléchissez vous aussi à l'articulation entre l'homme et l'économie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dès qu'on est en contact avec des personnes, on ne peut pas faire abstraction de cette réalité personnelle. Et moi, je crois que véritablement le changement du monde passe par des personnes, des visages. On a voulu déresponsabiliser énormément l'homme à travers des structures et des modélisations. Et je crois que le grand challenge du XXIe siècle, c'est de remettre la personne au cœur de tout, qui va s'engager, qui va s'impliquer, qui va se responsabiliser pour transformer ce monde. Et là, il y a un espoir énorme qui peut naître grâce à ça. Alors on va en parler tout à l'heure. Merci à tous les quatre d'avoir accepté cette invitation. Selon le principe de ces rendez-vous, nous allons d'abord ensemble regarder un film. Il s'agit d'un documentaire réalisé par Marc Janson qui illustre la réflexion sur l'homme d'un patron singulier, à la fois secret et inclassable. Il s'agit de François Michelin. On regarde et on se retrouve juste après. Ce qui l'intéressait vraiment à chaque fois, c'était au fond le fond des choses, la racine des choses, l'essence des choses. On a l'impression qu'il fait mûrir les choses à une vitesse vertigineuse au fur et à mesure qu'on échange avec lui et qu'on se retrouve en symbiose avec lui. C'est un patron immense. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Un entretien avec lui, c'était le sentiment d'être reconnu comme valable dans ce que vous alliez dire. Vous étiez pris au sérieux. On n'avait pas l'impression, on n'avait pas envie de mentir à cet homme. François Michelin a été pendant 44 ans l'un des dirigeants industriels les plus emblématiques et les plus inclassables de notre pays. Petit-fils d'Édouard Michelin, artisan du développement international de l'entreprise jusqu'à lui permettre d'atteindre le premier rang mondial, visionnaire, meneur d'hommes hors pair au charisme exceptionnel. Or, François Michelin, homme libre s'il en est, comptant parmi les acteurs économiques les plus puissants de son époque, aura été aussi le patron le plus secret de France. Nous avons rencontré plusieurs membres de cette génération de cadres qui l'ont accompagné durant toutes ces années dans ses succès et dans ses épreuves. Et nous avons retrouvé François Michelin chez lui, dans sa demeure située sur les hauteurs de Clermont-Ferrand, où il nous reçoit pour évoquer quelques pages de sa vie industrielle, mais aussi ses convictions, sa conception de l'homme et les valeurs qui l'ont toujours profondément guidé et animé. Un homme n'est pas une ressource, c'est un être humain qui vit. Prenez un kilo de charbon, mettez-le dans une bouteille, une boîte, et puis vous revenez 3 siècles plus tard, vous trouvez le charbon identique, il n'a pas bougé à lui-même. Eh bien, quand un homme vit, pas moins une cinquantaine ou soixantaine d'années, il est ce qu'il est quand il naît, et puis, brusquement, on finit par découvrir des racines profondes, il découvre lui-même des racines profondes qui lui permettent de devenir ce qu'il est en puissance. Comme la graine d'un arbre, on peut se demander ce qu'elle fait, et puis on voit l'arbre pousser et on comprend le rôle de la graine. Ben, l'homme est un arbre extraordinaire. Ma première rencontre avec François Michelin, ça a été d'abord un respect certain à son égard.
mais c'est une rencontre qui marque. Vous savez, on n'en fait pas beaucoup comme ça dans sa vie. Et la première rencontre avec François Michelin, c'est cette sérénité, ce calme, cette gentillesse, cette écoute de l'autre, cette façon de répondre à vos questions quand ça vous intrigue, vous avez envie de lui poser une question, cette manière qu'il a de vous répondre par une autre question, et qui va tout simplement par moments un peu vous déstabiliser et toujours vous faire poser la bonne question, c'est-à-dire toujours chercher à évoluer. On parle souvent du paternalisme Michelin, mais c'est quelque chose du passé, tout ça. On a compris au début du XXe siècle qu'il fallait créer des hôpitaux, créer des maisons, des logements pour les ouvriers, etc., des écoles, etc. Tout ça est parti parce qu'il n'y a plus besoin. C'est l'État qui a pris en charge, etc., où les conditions de société ont évolué. Donc l'entreprise s'est retirée de tout ça. Ce qui reste, c'est cette mission de dire quand quelqu'un vient chez Michelin, il ne vient pas seulement pour faire un job, et quand il a fini, allez, il part. Il vient pour réaliser tout ce qu'il a à l'intérieur de lui-même. Il vient pour faire une carrière, en fait. Chez Michelin, tous les ingénieurs récemment embauchés sont invités à suivre le fameux stage d'intégration. Un moment privilégié pour leur permettre d'acquérir le sens du réel et les vertus d'observation indispensables à l'accomplissement de leur première mission. Il y avait quelques points clés qui étaient donnés aux gens qui rentraient, et entre autres, il y avait un point qui s'appelait « aller au fait ». Alors je dois dire que quand on sortait de l'école, aller au fait, on disait, bon, c'est comme, on dirait autre chose, hein. Et puis, petit à petit, la façon dont nos interlocuteurs insistaient là-dessus finissait par aiguiser notre curiosité en se disant, en ce qui me concerne en particulier, mais de quoi s'agit-il réellement? Il m'a fallu du temps pour mesurer à quel point cette expression « aller au fait » avait de l'importance. Ces 3 semaines que j'ai passées en atelier à l'usine de Monceau, à la cuisson du génie civil, ont été un moment très très fort de mon entrée dans le groupe. Et il précédait tout juste une découverte de l'ensemble des usines dans le monde. Je garde un souvenir formidable de ces 3 semaines. Je ne vous cache pas que, notamment la nuit, nous avions des conversations avec les équipes qui étaient extraordinaires. Et au bout d'un jour ou deux, ils ont dû découvrir que j'étais quelqu'un d'à peu près normal et qui partageait bien des sujets que l'on pouvait traiter ensemble, et ça a été 3 semaines de bonheur. Aller toucher à la gomme, comme disait chez Michelin. Aller toucher à la gomme, c'est-à-dire descendre sur la machine, voir ce qui se passe. Ne vous baladez pas dans le cimetière des idées. Voilà. C'était aller toucher la réalité des choses. Je me souviens d'un homme politique aussi, discutait le premier m'a dit arrêtez-vous, monsieur Michelin, parce que vous allez me convertir à l'économie de marché. On a dit, ça sera pas si mal que ça. Et puis l'autre qui m'a dit, très intéressant ce que vous dites, mais je suis socialiste. Tac. On a fermé le dossier. Alors ça, c'est désespérant. Parce que c'est la fermeture de l'esprit. Je ne dis pas que nous avons raison, que c'est très compliqué, la vie sociale et économique. Mais au moins, qu'on puisse parler du fond des problèmes. Les gens qui parlent d'idées générales n'ont pas de place dans l'industrie. Parce que l'homme qui parle d'idées générales, il voit l'ouvrier tel qu'il voudrait qu'il soit, le caoutchouc tel qu'il voudrait qu'il soit, il fait de l'ébonite avec, et c'est une catastrophe. Alors je crois que la première question à se poser sur un homme, est-ce que cet homme-là est un homme sensible au fait? Est-ce qu'il a les pieds sur terre? Ou au contraire, c'est un homme qui arrive plein d'idées générales? Alors généralement, les élèves des grandes écoles, ils arrivent avec toute leur culture. Mais vous voyez très vite si c'est naturel ou si c'est au contraire une espèce de déformation dont on saura que la réalité arrivera à mettre les gens dans l'axe. En fait, moi l'expérience que j'en ai, c'est qu'il faut 4 ou 5 ans pour qu'un homme qui sort d'une grande école arrive à remettre ses pieds sur terre. D'ailleurs, il avait l'habitude de dire
que, avant de tenir quelque poste, que ce soit en recherche ou en atelier, chacun d'entre nous ferait bien de passer du temps à apprendre à limer le bois, apprendre à limer le métal, pour découvrir la nature propre du bois, la nature propre du métal. Et quand vous prenez un bout de caoutchouc gros comme ça, et puis vous arrivez à l'allonger comme ça, qui ne casse pas, c'est phénoménal. C'est admirable. Et si on ne sait pas s'émerveiller, voyez-vous, on ne peut pas avancer. Parce que s'émerveiller, c'est reconnaître qu'on a un trou. Quelque chose à remplir. À recevoir. Si vous ne s'émerveillez pas devant un homme, quel qu'il soit, ou une femme, quelle qu'elle soit, vous ne voyez rien. Vous voyez une idée de ce que vous faites de la personne. Vous comprenez? Et ça, le grand-père me l'a appris. Je me rappelle toujours l'image qu'il prenait d'ailleurs, de dire, bon ben, vous voyez cette cathédrale, mais vous la voyez que d'un côté. Vous voyez, si vous voulez voir la totalité de la cathédrale, il faudrait que vous ayez la possibilité de passer derrière et de vous rendre compte de... Donc, à tout seul, vous ne pouvez pas le faire. Essayer de retirer ce qu'on peut de la matière, ce qu'on peut des hommes, en les plaçant là où ils doivent être placés. Un peu comme dans un pneu où chacun des composants a son rôle particulier à l'endroit où il se trouve dans le pneu. Et si on triche avec la matière, c'est la même chose que si on triche avec les hommes. On le paye au niveau de la qualité, on le paye au niveau de l'endurance. J'ai fait lettres. C'est pas forcément immédiatement ce qu'on peut imaginer pour une entreprise industrielle comme Michelin. J'ai jamais utilisé mes capacités littéraires, construit des usines. La maison m'a aidé à devenir ce que j'ai fini par être au bout de 36 ans de carrière. Quand je suis arrivé chez Michelin en 1970, je ne connaissais rien à l'entreprise, à l'industrie en général. J'ai commencé comme prof de langue. Au bout de 3 mois, on me propose « Allez vous former dans les ateliers, vous deviendrez un jour un homme du personnel. » Donc quelque part, quelqu'un a détecté quelque chose. J'en sais rien, hein, je ne saurais pas. Mais ce souci est permanent. Chacun a un potentiel, il faut le respecter. Il travaille sur la machine-outil et en particulier sur les matrices. On doit faire une modification. Sì, devo modificare queste potè 12 perché si vede più. Oui, sont des modifications de... Et c'était pas une personne qui vous donnait des ordres, c'est une personne qui vous posait des questions et qui vous aidait finalement à découvrir ce qu'il convenait de faire. Il n'y a pas de DRH chez Michelin. C'est interdit. Parce que les hommes et les femmes, ce n'est pas une ressource. Ce n'est pas quelque chose qu'on mesure, qu'on stocke quelque part, qu'on achète, qu'on vend. Chaque personne est différente, unique. Comme disait M. Michelin, irremplaçable. Hein. Et c'est la richesse de l'entreprise. Et donc la mission de ce service du personnel, sa mission centrale, qui avait tout l'appui des patrons, M. François Michelin, M. Édouard Michelin, etc., c'était faites devenir les hommes ce qu'ils sont. Ça veut dire qui grandissent dans l'entreprise, qui aient des opportunités de s'exprimer dans l'entreprise, qui réalisent la totalité de leur potentiel. Ben, devenez ce que vous êtes. C'est tout ce qu'on peut demander à quelqu'un. Alors, bien sûr, si devenez ce que vous êtes de bon et de porteur d'avenir, de service auprès des autres,
C'est fondamental. On était en 82-90 dans un contexte où toutes les entreprises avaient pour référence les entreprises anglo-saxonnes, très organisées, très structurées, des process, des standards. Et du jour au lendemain, on arrivait dans une entreprise où, à travers « deviens ce que tu es » et à travers « c'est l'homme qui fait son poste », il y avait un espace de liberté énorme qui s'ouvrait à nous. Quindi è richiesta anche lì, sono anche delle richieste differenti da parte del personale, in quanto forse non gli va più bene anche lì il lavoro di una volta che dà poche soddisfazioni, un lavoro così più responsabilizzante dà anche più soddisfazioni a livello di lavoro. Mentre prima se doveva aspettare un elettrico o un meccanico, praticamente gli operatori erano fermi, invece adesso si interviene subito, immediatamente. Diciamo che un operaio che si trova bene sul lavoro lavora meglio. They always let the employees give their input. They're always trying to satisfy their customers to the full extent, and that's what I like about this company. Very great. Il est orgueilleux de dire que lui, il est un polyvalent et il est capable de travailler sur plusieurs postes. Et il aime évidemment ça. Non, il est pas orgueilleux, il est fier. Voilà, ah oui, merci. Je ne maîtrise pas assez bien là. C'est chose différente. Merci. Il est orgueilleux, il n'apprend pas. Alors c'est quelque chose qui a beaucoup frappé l'entreprise le jour où c'est devenu quelque chose qui était un espèce de moto, quoi, finalement. Hein. Et je pense que beaucoup de gens ont compris au travers de ça qu'il y avait chez François Michelin un désir d'élever l'homme, quoi, de le faire grandir, de le faire s'épanouir. Les responsables du service du personnel sont invités tout de suite à enlever les étiquettes dans le dos de chacun et à regarder les hommes tels qu'ils sont, indépendamment, même souvent, indépendamment ou en complément de leur chaîne hiérarchique et de leur responsable hiérarchique direct, de façon à ce que ce responsable hiérarchique n'ait pas tendance à étouffer, pourquoi ne pas le dire, comme ça arrive de temps en temps, ou à coopter de trop près telle ou telle personne qui pourrait s'exprimer encore plus dans un autre environnement et dans un autre contexte. Coup de tonnerre dans l'industrie au début des années 50, la mise sur le marché du fameux pneu à carcasse radiale inventé en 1946. Première grande innovation Michelin, ce pneu commercialisé sous l'appellation X sera adopté peu à peu par tous les grands constructeurs européens, permettant à l'entreprise de prendre une avance décisive sur ses concurrents. Cette invention révolutionnaire fut le fait de Marius Mignol, un ancien ouvrier typographe doué de capacités hors du commun et que l'entreprise avait su détecter et valoriser. Avec le pneu X à carcasse radiale, Michelin part à la conquête de l'Europe et du monde. Ce sera l'implantation au Canada, puis en Amérique du Nord, le premier marché mondial, suivi par de nombreux autres pays sur les 4 continents. 2 usines par an en moyenne seront construites. Des années d'expansion internationale qui permettront à Michelin de passer du 12e au premier rang mondial. C'est la naissance du pneu radial qui, à l'époque, faisait 3 fois plus de kilomètres que le pneu conventionnel. Mais aucun client n'avait demandé un pneu qui ait une telle tenue de route, une telle économie d'énergie, une telle durée sur usure, à tel point que j'ai retrouvé des notes de l'époque qui avaient été remises à M. Puiseux, dont je suis le successeur, expliquant qu'il ne fallait pas sortir le pneu radial parce que on fait 3 fois moins de pneumatiques. Donc s'il fait 2 fois plus de kilomètres, on va en vendre 2 fois moins. Et il est plus cher à fabriquer, on ne va pas le vendre parce que les clients ne vont pas acheter un produit qui est beaucoup plus cher. Et le gérant de l'époque, qui était Robert Puiseux, a résolu le problème en se mettant à la place du client. Il a dit, faites équiper ma voiture de ces pneus. M. Puiseux a pris sa voiture, il a été faire un tour, il s'est aperçu qu'il consommait moins d'essence, que sur un trajet bien connu, il mettait 1 heure de moins. À l'époque, il faisait des trajets de 4 à 5 heures, c'était considérable comme progrès.
et puis une sécurité absolument fantastique. Et il s'est dit, eh ben, un tel service, je ne peux pas le mettre sous le boisseau. Et on a lancé le pneu radial. Et comme par hasard, rendant service aux clients de la voiture, il y a eu plus de gens qui ont pu rouler. Et au total, la voiture s'est considérablement, j'allais dire popularisée au sens vrai du terme, c'est-à-dire que tout le monde a pu en avoir. Lorsque nous avions à prendre des décisions, très souvent, avec François Michelin, il me disait, Monsieur Zingraff, qu'est-ce qui est bon finalement pour le client? On hésite entre deux voies, celle-ci ou celle-là, mais le client, lui, qu'est-ce qu'il attend? Et lorsque on se place dans cette position-là, très souvent, on résout le dilemme. À l'époque, M. Puiseux m'a fait remarquer que Michelin était le 12e du monde en termes de volume de production. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? 12e, non. Et puis c'est des monstres, hein, Goodyear et Firestone. Goodyear, à l'époque, le bénéfice de Goodyear était égal au chiffre d'affaires de Michelin, par exemple. à peu de choses près. Alors, M. Puiseux m'a dit, écoute, tu as une équipe de gens très calés, laisse-les galoper et tu verras, ça ira. Ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai laissé galoper. De temps en temps, il fallait éviter un ravin, des choses comme ça. J'en ai fait des patrons. J'ai essayé d'en faire des patrons. Je suis rentré dans une époque de boom colossal. Et on est passé de la 7 à la 3, de la 3 à 1. Et ça, c'est François, honnêtement, qui a conduit toute cette démarche. Et j'allais dire à marche forcée. Non, c'était même pas marche forcée, c'était naturel. Et c'était avoir la confiance dans l'homme en face de lui, plutôt que de ce qui était présenté sous forme chiffrée sous ses yeux. S'il sentait le bonhomme, s'il sentait le projet, ça part tout de suite. Voilà. Et donc, c'est tout je dirais, l'avantage d'avoir un patron qui était quand même tout puissant. Malgré ses côtés modestie et humilité, il était tout puissant. Et donc, il pouvait décider. Et il décidait. Et ça permettait à l'entreprise d'aller vite. Et ça, on le retrouvait pratiquement dans toutes les réunions qu'on avait au sein de la maison. Et en particulier dans ces fameuses conférences du jeudi à Ladoux, où il mettait un point d'honneur à venir régulièrement. Et alors il rencontrait, c'est assez étonnant, on rencontrait finalement tous les adjoints du chef de service, on tripusait les matières, on tripotait des pneus, on allait voir des retours clients, enfin il était au milieu de tout ça, il posait des questions, il était tout le temps là. Et je me souviens très bien qu'à l'issue de ces réunions, on repartait, on était complètement gonflés, quoi. On n'avait qu'une idée, c'était de résoudre les problèmes qui avaient été évoqués, et chacun se sentait investi d'une mission. C'était assez extraordinaire. Il n'y avait pas de, comment dirais-je, il n'y avait plus d'intermédiaire entre le patron et les employés. C'était, tout le monde était, comment dirais-je, directement sous ses ordres. On allait résoudre les problèmes, on allait lui rendre compte, on était tous des chefs, quoi. Quand je terminais une rencontre, même si elle était brève, il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter. J'avais ce sentiment, et ce sentiment de puissance, que je pouvais aller beaucoup plus loin. Et l'autre jour, il y a dans un atelier de haute technicité un chef qui a demandé à un responsable pratiquement sur le terrain, faites ça comme ça. Et l'autre s'est redressé en disant, monsieur, ça c'est pas Michelin, dites-moi le but à atteindre et je réussirai. Vous vous rendez compte? Un homme qui est payé à l'heure, avec le type qui est une stature de patron, enfin, qui a une connaissance. Mais non, une vérité, foutez-moi la paix.
think it's important to have a team because you have different aspects. There's different ideas from different people, and then you also have to have your own responsibility. You have the responsibility to create a product. You're given a little bit of freedom to do this kind of stuff, and that really nurtures the innovative process. N'oubliez pas une chose. Non dimenticate una cosa. C'est que vos chefs ont besoin de vous pour devenir meilleurs. Che i vostri capi, ovvero sia anch'io, ho bisogno di voi per diventare migliori. François Michelin a porté l'internationalisation du groupe de façon très claire et toujours avec une humilité importante. J'étais aux États-Unis pendant 11 ans. Un petit détail qui m'avait toujours marqué, c'est qu'aux États-Unis, au siège de Michelin en Caroline du Sud, à Greenville, vous avez 2 drapeaux. Le drapeau américain et le drapeau de la Caroline du Sud. On s'est parfaitement incorporé au système. Il y a encore beaucoup d'Américains qui, il y a quelques années, pensaient que Michelin était une entreprise américaine, parce qu'on était built-in, hein, on était créé à l'intérieur du système. Ça fait notre force, ça. Hein. Croissance aussi à travers l'innovation. Et je pense que c'est aussi une des marques de fabrique du groupe. Alors, on pourra dire, oui, mais on a eu des innovations qui ne sont pas arrivées jusqu'au bout. Mais derrière le mot innovation, il y avait un moteur qui était toujours là, parce qu'on se disait toujours, après le pneu radial, nous aurons le pneu vert. Après le pneu vert, nous aurons d'autres innovations. Et cette innovation-là, à travers ces différents aspects, a porté aussi la motivation des troupes. Il a essayé par conviction de toujours faire en sorte que son encadrement, cette fois, mais son encadrement au sens homme, soit sensible à tout ce qui était nouveau, à tout ce qui était différent. Et de se dire, bon, vous voulez faire une expérience, faites-la. Vous allez vous tromper. Ah bah ça sera une bonne chose que peut-être un jour vous trompiez, parce que ça montre qu'il y a une limite. Et le progrès ne se fait que quand on a pu se tromper. Parce qu'on va dans une autre direction à ce moment. Mais si vous n'essayez pas ces directions, on ne saura pas. Donc il était toujours celui qui poussait les gens à aller dans les zones inconnues. Ça, c'était vraiment une de ses fortes caractéristiques, et dans ce domaine-là, il était absolument époustouflant. Une certaine pagaille règne dans cette maison pour que les directives ne soient pas contraires à l'esprit d'observation, et nous cherchons toujours ce qui est contraire aux opinions pour pouvoir faire des progrès. Depuis son origine, Michelin a toujours accordé une place majeure à la recherche pour rester précurseur en matière d'innovation dans le monde du pneumatique. De l'autoroute confortable et roulante au chemin pavé, il n'y a qu'un pas que franchissent, hélas, bien malgré eux, les automobilistes, quel que soit le véhicule qu'ils utilisent. De toute façon, que les routes soient bonnes ou mauvaises, ce sont toujours les pneus qui travaillent le plus. C'est la raison pour laquelle Michelin vient d'inaugurer à Ladoux, près de Clermont-Ferrand, un nouveau centre d'essai dont les pistes reproduisent toutes les conditions habituelles de circulation. Ainsi, les installations d'arrosage permettent d'éprouver à l'extrême les pneumatiques dans les pires conditions d'utilisation. L'innovation va de pair avec la réputation de secret qui entoure l'entreprise. La concurrence très vive entre manufacturiers et l'espionnage omniprésent exige en effet des précautions extrêmes pour protéger les process et les nouveaux produits. François Michelin avait coutume de répéter que quelques secondes pouvaient suffire à anéantir une idée que des ingénieurs avaient mis des années à développer. Chef du service de compétition, c'est quelque chose qui est arrivé assez tard finalement, parce que notre idée de départ n'a pas été de courir, de faire des courses automobiles ou en motocyclette. Notre idée a été de comprendre ce qui se passait sur le pneu radial que Michelin avait inventé en fin de guerre, Marius Mignol, que j'ai eu la chance de connaître. Et ce pneumatique avait la réputation de décrocher en virage.
Et pour quelques-uns d'entre nous qui étions de farouches amateurs d'automobile et de conduite à la limite, cette notion de décrocher en virage était totalement inacceptable. On voulait savoir ce qui s'y passait. Il faut beaucoup de curiosité. C'est ça qui nous a animés pendant tout notre passage en compétition. Vous savez, j'enfonce une porte ouverte en disant François Michelin était passionné de technique et passionné du pneumatique et de son entreprise. Et il savait que son entreprise ne vivrait pas si son produit n'était pas de qualité. Ceux qui pensent que si un jour nous perdons ce leadership de l'innovation, nous perdrons notre âme. Ça surprend parfois un peu les gens, mais je suis extraordinairement porté sur ce sujet et je fais tout ce qui est possible pour que les ressources soient disponibles, pour que l'innovation chez Michelin reprenne un nouvel élan. Ce qui fait la force de Michelin, c'est le niveau de conscience professionnelle atteint par notre personnel. Je me souviens encore, c'était au Brésil, bon, ça aurait pu être ailleurs, je me souviens qu'on faisait un audit. Et à un moment donné, l'auditeur s'arrête devant une machine de confection. Et là, il y avait un ouvrier qui posait des nappes. Alors tout le monde regardait, on posait des nappes. Et au bout d'un moment, il s'arrête, il prend la nappe, hop, et il la redécolle. Alors l'auditeur dit mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Et alors l'ouvrier à qui on avait traduit la remarque, là, ou il avait dit en portugais peut-être, je ne sais plus. Il dit pourquoi? Parce que c'est pas bon. Je ne peux pas laisser la nappe telle qu'elle a été posée là. Vous voyez, j'ai 1 millimètre d'écart, c'est pas bon, il faut que je l'enlève. Il dit mais s'il le fait, personne ne le voit. Oui, mais je dis, mais c'est ça la différence. C'est que chez nous, même si personne ne le voit, il ne le fera pas. Parce que c'est ça la conscience professionnelle. Je suis heureux d'avoir rencontré des hommes extraordinaires à tous les niveaux de l'entreprise. C'est ça le bonheur. Et l'autre jour, il y a un gardien d'une porte là, on s'arrête la voiture et puis un monsieur qui s'approche et dit « Monsieur Michelin, je suis très honoré de serrer votre main. » Alors je lui dis « Vous savez, moi aussi, nous le savons. » Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Une personne que vous n'avez jamais vue? Un gardien? Ancien ouvrier de fabrication? T'as pleuré? De joie? Nous le savons. Que si Michelin étranger n'existait pas, Michelin France serait en faillite. Nous sommes dans la situation de la sidérurgie à peu de choses près. Quand on pense que nous distribuons aux actionnaires de la manufacture 1% du chiffre d'affaires, vous vous rendez compte de la marge extrême de fragilité que cela représente? Depuis 10 heures ce matin, le comité central d'entreprise de Michelin se tient dans les préfabriqués qui sont derrière moi et où il est d'ailleurs impossible de rentrer avec une caméra. Depuis 10 heures ce matin, les salariés de Michelin, 200 environ, perturbent le déroulement de la réunion. Assis face à face, des responsables de la direction et puis des délégués syndicaux. L'électrochoc a été difficile à supporter lorsque l'on a appris le chiffre des pertes Michelin. Michelin connut de graves crises économiques dans les années 80. Celle du début des années 90 faillit lui être fatale. Plusieurs plans de licenciement se succédèrent, entraînant de fortes tensions sociales.
On a quand même subi une dizaine de plans sociaux à Clermont-Ferrand, entre 80 et 95 à peu près. On a perdu presque 15 000 emplois sur la seule ville de Clermont-Ferrand. Donc c'est quelque chose qui était très douloureux pour le tissu économique local et surtout pour les salariés de l'entreprise. Il était profondément antisyndicaliste, antisyndical. Il avait d'abord, nous n'avions aucun contact officiel avec lui. Nous traitions que par l'intermédiaire de ses responsables du personnel. Nous le voyions quasiment jamais. En ce qui concerne la manifestation d'hier, elle a rassemblé environ 1500 personnes en plein centre de Clermont-Ferrand. Une mobilisation faible qui s'explique par le nombre de plans sociaux qu'a déjà connu la manufacture. Aujourd'hui, le moral n'est pas bon chez les Bibes et nombreux sont ceux qui n'espèrent plus de jours meilleurs pour demain. Je crois que ce qu'ils ne pouvaient pas supporter, c'était que l'on soit par principe opposé au développement de l'entreprise et qu'on mêle à des arguments économiques des arguments de lutte des classes. À partir de ce moment-là, la situation était bloquée. Mais au-delà de ça, je dirais que il était le premier à reconnaître que tout ne fonctionnait pas pour le mieux dans l'entreprise et qu'il y avait lieu de discuter avec l'ensemble du personnel, dont les syndicats. J'étais délégué du personnel d'un atelier de fabrication à l'époque et François Michelin s'est rendu dans cet atelier sans prévenir à 7 heures du matin. Donc les ouvriers m'ont appelé en tant que délégué du personnel pour aller discuter avec lui. Nous sommes approchés de lui, je dois vous avouer qu'il ne pouvait pas s'enfuir, donc nous l'avons quelque peu retenu. Dans un premier temps, il a refusé de s'exprimer, il nous regardait fixement les uns après les autres. Et puis au bout d'un moment, comme il a vu que nous n'étions pas agressifs, il a consenti à répondre à nos questions. Donc ça s'est plutôt bien passé. Pendant plusieurs semaines, ils bloquent des milliers de pneus, un moyen stratégique selon eux de faire pression. On essaie que Michelin revienne sur sa décision, rien d'autre. Pour moi, François Michelin, ça reste une énigme, à travers les contacts que j'ai eus avec lui ou à travers ce que j'ai lu de lui. J'ai du mal à faire la part des choses entre l'homme discret, voire presque secret, et le patron qui a été amené à prendre des décisions douloureuses pour l'ensemble des salariés. Juillet 1986, les ouvriers de l'usine Michelin sont en colère. Le site bruxellois ferme. 1250 travailleurs vont se retrouver au chômage. Je vais vous dire une chose. Un jour, il y avait une réunion des voyageurs de France au casino de Roya. Ça devait être en 80 ou 82, une année très difficile pour l'automobile française. Ça se passait très mal. Et pour Michelin, bien sûr. Ça se passait très mal. Je me souviens qu'il a pris la parole et il a dit aux voyageurs, « Messieurs, soyez prêts à vendre autre chose que des pneumatiques. » Alors, vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que cet homme, avec 100 000 personnes sur les épaules, il se foutait à la limite d'automobile et du pneumatique, mais la seule chose qui était pour lui vitale et déterminante, c'était les 100 000 personnes dont il avait la responsabilité de vie, en quelque sorte, puisque c'est des gens qui avaient leur famille dépendait de leur salaire chez Michelin. On est passé tout près de la catastrophe. Je savais que les choses n'allaient pas bien, mais moi j'ai découvert à ce moment-là qu'elles allaient vraiment mal. On a été dans une situation, effectivement, où les banques doutaient de notre capacité à remettre l'entreprise sur pied. Pour moi, François Michelin a été, dans ce moment difficile, celui qu'on attendait finalement. Il a eu l'attitude de l'homme qui sait tout et en même temps qui sait être au-dessus pour montrer ce qu'il faut voir après. Comme il disait, pour le court terme, il y a beaucoup de gens qui sont capables de s'en occuper du court terme. Donc, préoccupons-nous plus de ce qui va se passer après que du court terme. Laissons les gens agir sur le court terme, faire ce qu'il faut pour rétablir les choses. Bon, il a fallu quand même s'en occuper. Un gigantesque travail de réorganisation et de restructuration permettra à l'entreprise de revenir à l'équilibre. Par
Parallèlement, la recherche entraînée par François Michelin mit au point une seconde grande innovation qui fera date, le pneu vert, une nouvelle génération de pneumatiques permettant une diminution importante de la consommation et donc de CO2. Édouard Michelin rejoint son père et René Zingraff au siège de Clermont-Ferrand en 1993. Il succède à François en 1999. Édouard Michelin disparaît dans un accident de mer au large de l'île de Sein en mai 2006. Cécile, sa femme, est emportée à son tour à la suite d'une longue maladie en novembre 2011, laissant 6 enfants. Je ne crois pas qu'il y ait une ville qui ait rendu hommage à son patron comme Clermont-Ferrand a rendu hommage à Édouard Michelin. Là, je n'ai pas sa foi et j'ai pas du tout la prétention d'avoir sa foi. Et là, vous vous rendez compte à quel point lui, il en est imprégné. Donc il y a des moments où l'amitié que j'avais pour Cécile, je suis un peu désemparé à sa disparition. Voilà, lui, il arrive à me l'expliquer. Il arrive à trouver les mots justes, à trouver les choses à vous dire. Surtout quand vous lui dites François, je suis révolté contre votre Dieu. Voilà, c'est plus le vôtre, c'est le sien. Et lui vous explique quand même les choses et il vous demande tout simplement de ne pas être révolté. Et il va vous expliquer les choses avec ses mots, avec sa simplicité. Et peut-être essayer de vous apaiser. Devant des hommes comme ça, on est obligé d'être autrement et de rentrer dans une ligne de vérité, celle qui nous est enseignée par leur physique, leur façon d'être. C'est ça. Quelles que soient les époques et quels que soient les pays, les attentes des hommes sont les mêmes. Hein. Vous pouvez être en Chine, vous pouvez être au Brésil, vous pouvez être aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils attendent, les gens, finalement? Ils attendent d'être reconnus pour ce qu'ils sont. Ils attendent d'être, comment dirais-je, d'être aidés dans leur quête, dans leur désir, en tout cas, de s'améliorer, de progresser. Et je crois que là, de ce point de vue-là, la maison a des atouts extraordinaires. Et nous, aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous sommes en train de développer Michelin dans le monde entier avec une rapidité, une force qui, je crois, n'a pas eu son pareil dans le passé. Des grands sites en Chine, en Inde, au Brésil, en Amérique du Nord. Nos valeurs sont incroyablement internationales et transversales. J'en veux pour preuve que chaque fois que nous rencontrons des nouveaux candidats en Chine, en Inde ou ailleurs, ils se retrouvent très facilement dans ces valeurs. On ne les affiche pas sur les murs, mais on les vit. Et ceux qui nous rencontrent réalisent que c'est le cas. Et lorsqu'ils nous sont proches, c'est-à-dire lorsqu'ils ont rejoint l'entreprise, ils s'aperçoivent en fait que ce n'étaient pas des mots et que ça se vit vraiment au jour le jour. Moi, je peux dire que l'usine m'a fabriqué. Si vous avez une discussion technique avec lui,
il s'implique dans la technique, il est passionné par la technique, il est passionné par l'innovation, mais au-delà de la technique, il cherche la relation avec la personne, et je crois que cette relation avec la personne ouvre à quelque chose de plus grand. Même chose dans les relations avec le personnel, même chose dans les relations avec le client. Je dirais que l'entreprise est un nœud de relation entre les personnes à l'intérieur de l'entreprise et puis les relations avec l'extérieur de l'entreprise, qu'à chaque fois que des liens sont noués avec les personnes, elles ouvrent à chaque fois vers quelque chose de plus grand, de plus haut. Un grand merci à Marc Janson et à la société DCX avec qui nous avons coproduit ce très beau film. C'est la version courte qu'on vient de voir. Il y aura la version intégrale de ce documentaire à voir prochainement sur KTO. En tout cas, c'est l'occasion pour nous ce soir de nous interroger sur la place de l'homme dans l'entreprise, particulièrement sur le lien entre la gestion des hommes et la compétitivité. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous au début de cette soirée que nous avons la joie d'accueillir sur notre plateau ce soir Alan Duke. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez exercé des responsabilités importantes dans le service du personnel de Michelin. Avec nous également Gervais Hans, ancien responsable syndical et aujourd'hui qui fait du conseil pour contribuer à la réinsertion, à l'employabilité, c'est pas un très joli mot. Un très joli mot, mais il dit ce qu'il veut dire. D'un certain nombre de personnes. Vous travaillez pour de grands groupes dans ce cadre-là. Avec nous aussi Xavier Grenet. Vous avez longtemps été DRH au sein du groupe Saint-Gobain. Et puis avec nous le père Nicolas Butet, bien connu comme fondateur de la fraternité Eucharistie, et qui est ici ce soir parce qu'il s'intéresse aussi à l'homme et à l'économie, en particulier au sein de la fondation Ecophilos. Alors, évidemment, en première chose, j'ai envie de vous demander à tous les quatre votre sentiment après ce film qu'on vient de voir sur une personnalité résolument atypique. Je vais peut-être commencer par vous, Alan Duke, parce que c'est évidemment pas vous qui avez découvert le plus de choses dans ce film. Et en même temps, on a envie de vous demander, est-ce que ça correspond à la réalité de l'expérience que vous avez eue? D'abord, c'est un très beau film. Je suis très content. Deuxièmement, vous avez vu dans ce film beaucoup de cheveux gris et des rides. Mais le message de fond dans ce film, c'est d'une modernité humaniste, universelle. C'est vraiment un message d'espoir. Et voilà ma réaction. Alors, on continue le petit tour de table des réactions. Gervais Hans. C'est un paradoxe parce que d'un côté, finalement, c'est dit dans le film, c'était pas un champion du dialogue social, et en même temps, c'est quelqu'un pour qui la place de l'homme dans l'entreprise voulait tout dire. Alors c'est vrai que quand on est dirigeant d'entreprise, la notion de lutte des classes et la place du combat politique dans l'entreprise, alors qu'on est là pour essayer de donner un produit de la meilleure qualité possible aux clients, et on est là finalement pour faire tourner cette entreprise parce que derrière il y a des femmes, il y a des hommes et des emplois, pour quelqu'un comme M. Michelin, ça ne pouvait pas cohabiter. Mais pour lui, ça ne voulait pas dire qu'il n'avait pas le souci de l'homme et du social. C'est ça qui est intéressant, parce que quand vous parliez, Monsieur Duc, de l'actualité, on est complètement dans l'actualité. On est complètement dans l'actualité, et là on a affaire à un grand capitaine d'industrie. Peut-être qu'on manque de capitaine d'industrie, d'ailleurs, au moment où les entreprises sont plutôt dirigées par les fonds de pension, qui sont très loin de l'homme de terrain. Et là, on avait quelqu'un qui considérait qu'il fallait être très proche du produit et très proche de l'homme. Voilà, c'est probablement une des questions sur laquelle on reviendra. Monsieur Grenet. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a de l'âme dans ce film, et j'ai trouvé qu'il y avait de l'âme dans
la société où il nous introduisait. D'ailleurs, c'est le mot qu'employait Jean-Dominique Sénard à un moment, vers la fin du film. Il disait « Si nous perdons l'innovation, nous perdrons notre âme ». Et puis il y a cette phrase de François Michelin, des hommes extraordinaires, j'en ai vu à tous les niveaux de l'entreprise. Alors, bien sûr, et c'est votre question, on peut la comprendre. En tout cas, sur l'homme que nous avons vu, moi, ça m'inspire un sentiment de respect extrêmement grand. Et je dirais, ça me paraît être un exemple de ce qui manque le plus, peut-être aujourd'hui, qui s'appelle l'exemplarité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de distance entre ce que je dis et ce que je fais. Et ça, vraiment, je trouve qu'on le sentait très très fort. Alors, il reste que Michelin, comme beaucoup d'autres sociétés, a été confronté à une crise, a dû faire des plans sociaux et que, bon, voilà. Mais enfin, de toute façon, je dirais, il y a quand même indiscutablement la droiture, la grandeur d'un grand monsieur. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai vu. Et puis, il y a des moments, il a été confronté à des décisions difficiles. Et là, il y a une tension qui, notamment chez les hommes de foi, peut se traduire en combat et même en combat spirituel, enfin je le crois, mais on va y revenir sans doute. Père Butet, qu'est-ce que vous avez envie de dire après avoir regardé ce documentaire? Pour moi, il y avait ce pétillement du regard, ce regard d'émerveillement, finalement, un cœur d'enfant derrière un grand patron. Et ça, c'est vraiment touchant. Si on ne s'émerveille pas, on ne peut pas avancer. Tout à fait. Et je crois qu'il faudrait retrouver l'émerveillement avant l'indignation, parce que la première attitude de l'intelligence humaine, c'est de s'émerveiller devant ce qu'il y a de bien, de beau, avant même de s'indigner devant ce qu'il y a de mal. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est un patron qui gouverne. Il y a une gouvernance, il y a une prise de responsabilité, il y a une prise de risque. C'est-à-dire qu'il y a une audace d'assumer véritablement le rôle qui est le sien. Et le troisième point qui m'a marqué, je rejoins un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, en Suisse, depuis 1937, nous avons ce qu'on appelle la paix sociale. Après de grandes luttes entre patrons et ouvriers et syndicats, on s'est rendu compte que pour le bien de l'entreprise, pour le bien des personnes et pour le bien de la nation, il fallait discuter et collaborer. Et alors, la déclaration commune qui a été rédigée à l'époque sonnait un petit peu de la manière suivante. Patrons et ouvriers se sont rencontrés autour de la réalité des choses, au-delà de toutes les tendances politiques ou idéologiques, pour essayer de résoudre le problème pour le bien de tous. Et ça m'a frappé, ça, parce que cette déclaration commune des syndicats et des patrons montrait que le réalisme auquel faisait allusion tout à l'heure M. Michelin était une des clés de l'entreprise et de l'économie aujourd'hui. Et moi, je crois qu'on vit beaucoup une économie idéologique où la personne est inventée ou pensée, mais pas rencontrée réellement, où le concept de l'entreprise est élaboré sur des papiers et modélisé et non pas vécu dans la réalité. Et je crois que ce rapport à la réalité me paraît être un grand défi aussi pour aujourd'hui. Alors, rapport à la réalité, mais Gervais Hans le soulignait, il y a des éléments qui peuvent paraître un peu paradoxaux, parce qu'on n'est pas là pour faire une hagiographie. Et puis d'ailleurs, notre propos est surtout de nous demander comment est-ce qu'au-delà d'une personnalité singulière, qui est celle de François Michelin, on peut réfléchir plus généralement à des choses qui peuvent s'exporter, si j'ose dire. Et ce qu'on voit dans le film, c'est tout de même aussi que cette vision, elle a pu prendre racine dans l'ensemble du groupe Michelin, aussi parce que le patron est tout puissant d'une certaine manière. Ou l'était, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, Monsieur Duke. Il était surtout omniprésent. Je pense que même si on ne le voyait pas, on savait qu'il était là. Et comme disait Monsieur Sénard dans le film, on n'affiche pas les valeurs sur les murs dans les vestiaires. C'est quelque chose que les gens vivent. Et je vais vous raconter juste une petite histoire. Un des messieurs que vous voyez dans ce film s'appelle Monsieur Deloître. Il a 90 ans aujourd'hui. Il était responsable des affaires sociales quand je suis rentré dans l'usine à Clermont. Et j'ai suivi un stage ouvrier de plusieurs mois. Pas facile, tourner en équipe, faire du travail physique, etc. À la fin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais il m'a invité dans son bureau un soir, tard. Et il m'a dit, alors Monsieur Duke, est-ce que vous comprenez maintenant la vie des ouvriers? Et je lui ai dit, je pense, oui, je commence à avoir une très bonne idée. Il m'a dit, mais c'est faux. Quand vous aurez fait ça pendant toute votre vie, et vous aurez le même salaire qu'eux, là vous aurez compris. Vous voyez? Et c'est ce monsieur à la fin du film qui dit, cette usine m'a fabriqué. Qui pleure. Vous voyez? Ça c'est fort. C'est fort ça.
Gervais, ça vous donne envie de réagir? Oui, pas de pleurer. Non, mais de réagir, oui, bien sûr. Je pense que ce que vous dites est essentiel. C'est déjà, dans une entreprise, être dirigé par des gens qui connaissent l'entreprise, qui connaissent ces gens de l'entreprise et qui, non seulement les connaissent de loin, mais connaissent la réalité de près, c'est-à-dire au moins s'y intéressent. C'est comme ça qu'on peut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette entreprise et qu'on peut la faire fonctionner. Moi, je considère que l'entreprise ne peut pas être un lieu de confrontation permanent. On peut avoir bien sûr des confrontations entre l'économie et le social parce que on considère qu'il y a effectivement des inégalités fortes au sein d'une entreprise, mais quand on est dans la confrontation permanente, on a peu de chances de gagner la bataille de la compétitivité. Et la bataille de la compétitivité, c'est celle qui fait qu'on maintient ou qu'on ne maintient pas les emplois dans les entreprises. Alors, il y a le quotidien, évidemment que les entreprises, même celles qui gagnent de l'argent, sont parfois conduites à mettre en place des plans sociaux, ce qui peut être parfois discutable. Mais ce qui est sûr, c'est que si l'entreprise ne gagne pas, ce ne sera pas quelques plans sociaux, c'est la fin et la mort de l'entreprise. Donc l'entreprise comme un lieu de confrontation permanente, c'est une erreur, à la fois pour les salariés et à la fois pour les employeurs. Dans notre pays, il faut une double conversion pour le dialogue social, celle des patrons pour ouvrir à plus de co-responsabilité, mais peut-être aussi celle des syndicats pour pas en rester à la lutte des classes. Oui, je pense que les deux parties ont des responsabilités dans la situation actuelle et notamment dans une période de crise, dans cette confrontation. On a les outils du dialogue social existent en France. Je veux dire, la législation, on a l'expérience, on a beaucoup d'ancienneté dans le principe du dialogue social, mais dans la pratique, dans la réelle pratique de ce qu'on appelle un dialogue social, c'est-à-dire non pas une confrontation sociale, mais un dialogue social, on n'est pas très bon. On est même en retard et on prend même du retard par rapport à d'autres pays et à d'autres sociétés. Ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Comment peut-on gagner avec des équipes qui sont divisées et qui en permanence se confrontent et en considérant que finalement la responsabilité du mal qui se passe à un moment ou à un autre dans l'entreprise est du fait d'un camp ou du fait de l'autre camp. Tout à fait. Excusez-moi, mais je pense que la première chose à faire, c'est de dire très clairement, il n'y a pas un patron ou des patrons d'un côté et des salariés de l'autre. C'est une entreprise qui va dans le même sens. Voilà. Donc il faut qu'on trouve les moyens de se comprendre. Non mais enfin, on peut être que d'accord avec ce qui est dit là. On a dans ce film indiscutablement une personnalité exemplaire. Dans une entreprise qui a quand même été soumise à des chocs assez rudes, et c'est quand même là que va se trouver la question, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des actions, des décisions, j'ai absolument rien à dire bien sûr sur Michelin, mais j'ai connu ça également dans le groupe où j'ai travaillé, il y a des décisions qui peuvent être des décisions difficiles, qui touchent des hommes, etc. Et c'est dans entre ce qu'il y a à faire et la manière de le faire, il y a là quand même beaucoup de marges qui demandent énormément de dialogue, et c'est sûr que si les dialogues sont des dialogues fermés, de type idéologique, etc., et c'est vraisemblable que dans une entreprise comme Michelin, où moi ce que j'ai repéré aussi, c'est qu'il y avait énormément de réalisme, une autre phrase encore où on nous disait que quand les directives étaient contraires à l'esprit d'observation, eh bien on ne pouvait qu'aller dans le mur, ou en tout cas sortir de route. Donc à partir du moment où il y a du réalisme, où il y a, je dirais, un attachement à tous les échelons de l'entreprise, un attachement à cette entreprise qui est une vraie maison, un petit peu comme, enfin je dirais, je ne vais pas comparer à Saint-Gobain, ces maisons sont sûrement différentes, mais c'est vraiment ce que j'ai connu également. Il y a beaucoup de choses en moi qui ont connoté parce que c'est vraiment ce que j'ai connu à Saint-Gobain. Il me semble qu'à ce moment-là, si on est respectueux du dialogue social, si on a toutes ces pratiques, eh bien on peut trouver, non pas peut-être des bonnes solutions, mais en tout cas, peut-être en tout cas les moins mauvaises, les moins inhumaines, et avoir cette attention aux hommes. Vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que le mot employabilité n'était pas beau, et notre monsieur vous répondait oui, mais qu'au moins il disait quelque chose, c'est-à-dire ne jamais laisser quelqu'un tout seul, mais en même temps c'est vrai qu'il y a des choses difficiles et qu'il y a des hommes qui souffrent dans les entreprises. Monsieur Duke, par exemple, quand vous étiez en responsabilité au Royaume-Uni, vous avez dû vous-même procéder à un nombre très important de licenciements. Tout à fait. Malheureusement, c'est des choses qui marquent profondément. Effectivement, l'usine de Stoke-on-Trent, où j'étais chef du personnel pendant quelques années, avait 9000 personnes en 80. Et en 86, il en restait 2500. Voilà. Toutes ces diminutions d'effectifs, d'emploi de personnes, on est passé par des étapes. Des pré-retraites,
des volontaires, tout ce que vous voulez, jusqu'au jour où la situation s'empirait encore, on ne pouvait plus rien faire, il fallait agir. Donc c'était un licenciement de 2500 personnes avec 3 mois de préavis. Pendant ces 3 mois, les gens ont battu tous les records de production. Quand ils sont partis, je ne dis pas qu'ils chantaient en partant, mais il n'y a pas eu de conflit. Les gens disaient, ah, c'était le bon vieux temps, ça ne pouvait pas continuer. Comment vous l'expliquez ça? Parce que ça revient à cet homme, à ses valeurs, à cette humilité. Ça n'empêche pas qu'ils avaient plus de job et plus de salaire. Ils étaient quand même, dans la mesure du possible, accompagnés par des personnes comme moi et mes équipes qui étaient là pour les aider à aller chercher du travail pour eux. Alors il fallait qu'ils acceptent peut-être autre chose que des salaires Michelin de l'époque. Hein. Mais on a fait tout notre possible. Juste une anecdote encore. 1 an plus tard, le maire de Stoke-on-Trent m'a invité à venir dans son bureau et il m'a dit, Monsieur Duc, je ne comprends pas. Les statistiques du chômage n'ont pas bougé en 1 an. C'est-à-dire, ces 2500 personnes, où sont-ils? Je dis, Monsieur, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire là, comme ça. Ce que je vous sais, c'est que j'ai énormément d'échos, de feedback dans la communauté. Des gens qui disent, si c'est un Michelin, on l'embauche. Pas mal comme référence, hein, parce qu'ils sont sérieux, ils sont formés, ils ont un esprit qualité, ils ont un esprit d'innovation et de progrès. Voilà, c'est des gens qui nous intéressent. Et parce que peut-être ils ont, étant accompagnés, pas été trop cabossés aussi par le... C'est toujours un drame humain. Ouais. Mais là, je crois que c'est là, à mon avis, les grandes entreprises ont une très forte responsabilité que beaucoup accomplissent, je crois, c'est de ne jamais laisser quelqu'un tout seul face à un problème d'emploi. Et beaucoup d'entreprises, je ne vais pas parler de la mienne, on est là pour parler de Michelin, mais beaucoup d'entreprises ont des cellules, ont des structures, ont des filiales qui sont chargées précisément d'aider au reclassement, c'est-à-dire, voilà. Alors ça, je pense que pour les grandes entreprises, c'est un devoir absolu. Alors, ça fait dans le cas des partie de leur petites entreprises, c'est responsabilité. peut-être quelquefois plus difficile parce que tout ça coûte aussi de l'argent. Enfin, il y a quand même des moments où l'entreprise et l'économie, enfin, tout ça peut être un peu difficile. Sauf que quand on est, excusez-moi, mais quand on est dans des situations qui sont celles que vous décrivez, où il y a des millions de salariés, des milliers de salariés, pardon, qui vont se retrouver en situation de perte d'emploi. Effectivement, différents types d'accompagnement, et vous faites référence à des accompagnements de grandes entreprises. Mais y compris dans les accompagnements de grandes entreprises, on apporte des solutions de reclassement aux salariés qui sont le plus à même de retrouver un emploi. Souvent restent derrière les salariés qui sont les plus fragilisés, souvent les seniors, les gens qui ont des inaptitudes, etc., pour lesquels aujourd'hui très peu de dispositifs efficaces existent. Les cellules de reconversion traditionnelles, il y en a, je veux dire, aujourd'hui, et même d'ailleurs de plus en plus au moins 10 ans, ce qui fait que les marchés se prennent à des prix qui sont relativement bas, avec ensuite des résultats qui sont aussi relativement bas. Quand on parle de chez Michelin, nous avons, nous, participé et accompagné Michelin dans la fermeture d'un site à Toul qui s'appelle le site de Kléber. Michelin était, à ma connaissance aujourd'hui, la seule entreprise. Alors, moi, je ne retiens pas de médaille. Je constate simplement que cette entreprise, sur ce site-là particulier, et ensuite ça a été fait également dans le Nord avec la fermeture du site de Vandeville et à Mont-Soleil-Mines, sur ce site, Michelin a mis des moyens exceptionnels pour que les salariés, du jour où ils étaient en rupture avec leur emploi jusqu'au moment où ils retrouvaient un emploi, soient en permanence suivis, soient accompagnés chaque jour, que leur nouveau métier soit celui de devenir finalement des professionnels de leur propre reclassement, avec des résultats qui sont exemplaires. Voilà, ça, c'est du reclassement, effectivement, parce que là, des moyens ont été mis et Michelin a eu probablement aussi, parce que par le passé, des événements et des situations douloureuses, a fait ce qu'il fallait faire. Mais même dans les grandes entreprises aujourd'hui, un certain nombre de salariés, au bout du bout,
n'ont pas de solution. Et alors quand on va sur les PME et sur les toutes petites entreprises, là c'est une catastrophe. Le problème, la difficulté n'est pas de perdre un emploi, la difficulté c'est de ne pas retrouver un emploi. Non, mais on ne peut que partager. Ce que vous dites de Michelin, moi je pourrais le dire d'autres, parce que je connais énormément d'exemples où on n'a laissé aucun salarié. Mais je trouve qu'il faut, en même temps, les grandes entreprises peuvent le faire, les petites entreprises qui sont beaucoup plus fragiles. Enfin, je trouve que les grandes entreprises n'ont pas de leçons à donner aux petites entreprises sur ce plan-là, parce que les grandes entreprises, précisément, peuvent avoir des moyens que n'ont pas. Et souvent, elles entraînent des petites entreprises dans leur sillage. Alors, ça peut se faire, ça, malheureusement, elles subissent les conséquences, mais n'ont pas les moyens d'apporter les solutions à la hauteur. Père Nicolas, on vous entend plus. Excusez-moi. Je crois qu'il y a un drame humain des deux côtés, à la fois du côté du patron qui vraiment, lorsqu'il a le souci de ses employés, de ses visages qui sont en face de lui, de ses familles, qu'il sait aussi derrière ses visages, de faire au mieux. Et je crois que, moi je connais beaucoup de patrons qui portent véritablement ce souci et qui passent les nuits blanches lorsqu'ils doivent décider des choses comme ça. Et puis il y a la souffrance bien sûr de ces personnes qui quittent. Je crois que toute la question est dans ce rapport humain qui va pouvoir être instauré à ce moment-là, et notamment comment dire aux uns et aux autres qu'il y a une dignité qui peut être préservée là derrière. Et je crois que le regard que je pose sur l'autre à ce moment-là est vraiment capital. Dans le fait de relever le drame de la perte d'un travail est aussi le drame de la perte d'une certaine dignité ou identité pour une personne. Dans un monde où je vaux ce que je fais, c'était difficile de revenir à cette valeur fondamentale, je vaux ce que je suis, où c'est mon être premier qui est important. Je crois que tout le travail d'accompagnement à ce moment-là consiste à remettre en lumière l'être et non pas le faire, tout en prenant compte bien sûr de ses réalités économiques et financières, mais de pouvoir remettre l'être au cœur de l'entreprise et de la personne. Alors, je ne voudrais pas qu'on parle que des situations où l'entreprise est amenée à supprimer des postes et donc à licencier des personnes. Et je voudrais qu'on revienne à notre question. Est-ce qu'au fond, le souci de l'homme, le deviens ce que tu es, par exemple, qu'on a entendu dans le film comme devise en quelque sorte, cette vision de l'homme pour lui permettre d'exploiter au maximum ses capacités, de grandir, de croître dans son parcours dans l'entreprise, est-ce que ça, économiquement, c'est efficace ? Ah oui, évidemment. C'est la seule voie de progrès. Et le progrès, c'est l'entreprise. Si une entreprise ne progresse pas, elle meurt. Donc il faut tout le temps changer, renouveler, aller de l'avant. Et on ne fait ça qu'avec les hommes et les femmes de l'entreprise. Donc bien sûr, c'est eux qui portent le progrès de l'entreprise. Non, profondément, je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit là. Et les Américains qui passent souvent pour être particulièrement efficaces disent toujours que l'éthique, ça paye, que c'est payant. Alors c'est peut-être pas pour ça qu'il faut avoir une attitude éthique. Et ça rejoint ce qui est écrit dans un livre que les auditeurs de KTO, enfin beaucoup d'entre eux ont dû lire, qui a été écrit à peu près il y a 2000 ans. Il y a un texte qui se termine de la manière suivante: aucun royaume divisé contre lui-même ne se maintiendra. Alors à l'époque, il y avait bien sûr, il y avait peut-être la charpenterie Joseph, mais enfin il n'y avait pas beaucoup d'entreprises et sûrement pas du CAC 40 et des multinationales. Mais c'est quand même vrai que quand dans une entreprise, il y a ce respect des hommes, il y a cette bienveillance, il y a cette écoute, qui fait que véritablement les personnes existent, que les personnes se sentent reconnues, eh bien, je suis à peu près persuadé, enfin je ne suis pas persuadé, je l'ai vécu pendant 20 ans, 30 ans, 35 ans, que ça change l'esprit d'une entreprise. Et ces entreprises-là, on peut dire oui que quelque part, comme le disait Jean-Dominique Sénard, elles ont une âme, et tout ça, ça contribue à la performance. Alors il ne s'agit pas d'être idéaliste, il ne s'agit pas de dire des grands mots, ça c'est très concret. Ça c'est très concret. Je rajouterais même qu'il n'y a pas d'économie scientifique sans ce respect absolu de la personne humaine. Ce sont eux les véritables acteurs de la vie économique. Et à contrario, j'allais dire, le drame d'une entreprise qui stresse les employés est terrible. Le Bureau international du travail vient de dire que le coût du stress dans l'économie mondiale était de 3 à 4 points de PIB. C'est énorme. Au Japon, je crois que c'est 25 milliards de dollars par année, le coût de la dépression et du stress au travail. Ce sont des chiffres absolument inimaginables et qui montrent véritablement, à contrario, que le fait de ne pas tenir compte de la personne humaine a un coût économique énorme et qu'inversement, tenir compte de la personne humaine permet véritablement cette collaboration, cette communion d'êtres humains. Une entreprise n'est pas d'abord un rassemblement de personnes qui œuvrent à une œuvre commune. Et je crois que dès l'instant où on peut responsabiliser chacune des personnes pour cette œuvre commune, qu'elle est consciente de l'œuvre commune qu'elle réalise, alors à ce moment-là, il y a véritablement un travail commun qui se fait,
une solidarité qui s'établit et une rentabilité par conséquent. C'est pas le but, mais c'est la conséquence de cette communion entre les êtres humains qui habitent. Quand vous prenez une entreprise et que vous regardez comment fonctionne l'entreprise, il y a des mécaniques, il y a des hommes. La mécanique, vous la réglez. Quand elle est réglée au maximum de ce qu'elle peut faire, elle est au maximum. Vous pouvez aller lui parler, vous pouvez essayer de la consoler, vous pouvez essayer de la motiver. Elle est au bout de ses capacités mécaniques. Quand vous êtes avec l'homme, suivant la façon dont vous allez vous adresser, suivant la façon dont vous allez le manager, suivant les conditions dans lesquelles vous allez le mettre au niveau de son travail, vous aurez une performance bonne ou mauvaise. Ce qui veut dire que dans les entreprises, l'essentiel des gains de productivité qui peuvent être faits aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui économiquement est recherché par l'entreprise dans la lutte, dans la compétitivité, pour se positionner parmi les meilleurs, vous l'avez dans la capacité des ressources humaines. Même M. Gallois, dans son rapport, le dit, le dialogue social en France est une cause structurelle. Et on est dans les plus mauvais. Il ne suffit pas d'avoir des mécaniques de dialogue social, il faut avoir des pratiques de dialogue social. Les pratiques de dialogue social ne consistent pas à se positionner en étant « je suis le patron, vous êtes les salariés ». Pratique du dialogue social, c'est la capacité aussi à écouter des deux côtés, à la fois du côté des partenaires sociaux et du côté de l'entreprise, à s'écouter, à échanger ensemble, à être pragmatique et objectif, et non pas avoir des positionnements politiques et dogmatiques, pour regarder ce qui est le plus profitable à l'entreprise et aux salariés de l'entreprise. Parce que l'entreprise ne gagne pas sans les hommes et les hommes ne gagnent pas sans l'entreprise. Après, on peut discuter sur les répartitions des richesses, etc., et ce débat politique. Mais une chose est sûre, c'est que si on en discute en permanence dans l'entreprise, et si c'est un lieu de confrontation, voire un lieu de dégradation du positionnement de l'entreprise, il n'y aura pas de gagnants, il n'y aura que des perdants. Mais pourquoi est-ce qu'on est bloqué là? Parce que vous-même, vous avez été longtemps responsable syndical en France. On a quand même une vision très lutte des classes de ce dialogue entre patronat et syndicats. Oui, moi j'ai essayé de rester toujours en dehors de ce positionnement dogmatique. Et heureusement, j'appartenais à une organisation qui était de ce côté-là un peu en retrait du positionnement dogmatique. J'ai toujours essayé d'éviter ça parce que je me suis très vite rendu compte dans les réunions syndicales, que ceux qui avaient un positionnement qui était complètement tranché et qui se disaient que la position c'est celle-là et on ne peut pas en discuter parce que c'est comme ça, parce que le patron c'est un patron et qu'un ouvrier c'est un ouvrier, n'apportaient pas de résultat à ceux qu'ils étaient censés représenter. Et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où on apprenait à comprendre ce qu'était la réalité d'une entreprise, on apprenait à comprendre quelles étaient les contraintes de l'interlocuteur qu'on avait en face, qu'on apprenait à comprendre ce que l'on peut obtenir à travers la discussion, à travers le compromis, l'efficacité était beaucoup plus importante. Donc voilà, c'est ce type de pratique syndicale à laquelle moi j'ai revendiqué et j'ai été, parce que celle-là apporte de l'efficacité. Ça veut dire que c'est l'intérêt de l'ensemble des partenaires, y compris des syndicats, que l'entreprise aille bien, progresse, se développe. Absolument. On n'a jamais vu d'équipe de football gagner des matchs dans la division. Non, d'ailleurs récemment. Non. On parle beaucoup de l'Allemagne en ce moment, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ça. Les syndicats ont compris que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais alors, vu de la France, on entend souvent dire aussi que précisément les syndicats allemands, ils ont abandonné un certain nombre de revendications, ils ont accepté toutes sortes de compromis pour modifier des statuts au fil de la dernière décennie en particulier, et donc ils sont un peu traîtres à la cause d'une certaine façon. Ou on peut le dire autrement, qu'ils ont vu la réalité des choses, ils ont accepté de baisser peut-être le niveau d'exigence pour conserver des emplois. Hein, ça dépend de son point de vue. Cette lutte dont on parle, c'est frappant pour quelqu'un qui a vécu et qui n'est pas français, qui a vécu hors de France. C'est très franco-français. Cette histoire que tous les patrons sont des salauds, c'est affreux comme mentalité. Et je ne sais pas d'où ça vient. Mais quand vous avez... excusez-moi, je ne devrais pas dire ça maintenant, mais des hommes politiques, que quand il y a une grosse entreprise française en crise, et que la première chose qu'ils font, c'est d'insulter les patrons de cette entreprise, ça me rend malade. Et là, on aborde des sujets difficiles et complexes. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à l'intérieur des entreprises, il peut y avoir des cas dramatiques.
Et dans des cas dramatiques, il peut y avoir des excès dans les comportements, dans les paroles de part et d'autre. Je dis bien de part et d'autre. Mais il y a un très très grand nombre de relations sociales, de dialogue syndical à l'intérieur des entreprises qui se passent très bien et qui ne correspondent pas, en tout cas qui ne sont pas du tout vécus en interne, comme ce qu'on peut lire quelquefois, j'allais dire dans la presse, qui aurait été très 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 désagréable vis-à-vis de vous, donc c'est pas ça que je dis, mais je veux dire que il ne faut pas non plus caricaturer le dialogue social en France qui, dans énormément d'entreprises, est très porteur et marche. Enfin, il me semble. Je pense que ça dépend énormément des personnes qui sont en présence. Justement, dès qu'on peut sortir du cimetière des idées, comme on disait tout à l'heure dans le film, on va avoir une personne en face de soi. Et cette bienveillance à l'égard de l'autre, de savoir que l'autre vise aussi au bien. On a des intérêts différents, pas nécessairement divergents ou contradictoires, mais différents. On a des points de vue différents. Cette fameuse cathédrale qu'on regarde de différentes manières dont parlait François Michelin, eh bien, c'est ça. Et donc, comment, à partir du regard de l'autre, avec cette bienveillance de l'attention à l'autre, on va réussir à trouver la meilleure solution pour les uns et pour les autres. Et moi, je crois qu'il y a vraiment ce souci qui est là chez les personnes. Mais ça, c'est en quelque sorte une conversion personnelle, une attitude personnelle du regard que je pose sur l'autre. Est-ce que ça s'éduque? Ça s'éduque absolument. Si on est complètement dépendant des dispositions initiales et des patrons et des salariés, le caractère aléatoire est quand même très très élevé. Est-ce que dans les écoles de management, est-ce que, je ne sais pas, dans les grandes écoles aujourd'hui, on éduque à cela? J'allais dire déjà dès l'école primaire, enfin dès les premiers instants de l'école, quel regard est-ce que je pose sur l'autre? Est-ce que l'autre est un concurrent? Est-ce que l'autre est véritablement un ennemi ou un adversaire? Ou est-ce que l'autre est un collaborateur du bien commun? Je crois que dès l'instant, enfin un des grands problèmes de la société actuelle, c'est d'avoir perdu le sens du bien commun, de cet effort personnel des uns et des autres qui construit un mieux vivre ensemble. Parce que chacun y apporte sa contribution. Et donc je ne suis plus dans une attitude de revendication, mais dans une attitude de service et de contribution à ce bien commun. Et c'est une révolution copernicienne que de voir ma position dans la société comme un serviteur et un contributeur du bien commun, et non pas comme un revendicateur ou quelqu'un qui voudrait se servir. Est-ce que c'est pas un peu plus simple de parler du bien commun quand on est patron ou cadre dirigeant en responsabilité que quand on est employé ou ouvrier? Écoutez, je ne crois pas, parce que ce bien commun se réverse sur chacun et chacune. Moi, je vois la paix sociale que nous avons en Suisse et quelque chose d'assez incroyable. Un ami récemment a dû licencier 500 de ses employés. Et ce sont les syndicats qui, au terme de ce processus de licenciement, l'ont dit, écoutez, on vous invite à manger. Et dit, écoutez, c'est moi qui vous invite. Non, non, ça s'est tellement bien passé, c'est tellement agréable de travailler avec vous dans cette situation tellement difficile que nous comprenions, eh bien, que c'est nous qui vous invitons à manger. Acceptez, nous vous en prions. Et je trouve tellement beau quand on peut conclure un débat comme ça, sachant que chacun devant travailler au bien commun, chacun en reçoit quelque chose en retour. La tension perpétuelle, la perte de compétitivité qui est due au chômage ou au jour de travail perdu, finalement, est une catastrophe pour toute la nation. Et ça, c'est dommageable pour chacune et chacun. Vous avez posé la question de savoir si, pardon, excusez-moi, si ça s'éduquait. On a vu dans le film que des personnes ont dit que leur vraie formation, leur vraie école, ça avait été Michelin. Je pense que c'est vrai sur le plan du métier, c'est vrai sur le plan moral, c'est vrai sur le plan de la responsabilisation. Et il ne faut jamais oublier de surcroît que tout ne vient pas uniquement du patron. Et que chacun, là où il est, tous les responsables à tous les niveaux ont une marge à la fois de progrès, une capacité de contribuer à changer l'atmosphère d'un service, d'une équipe, etc. Donc moi, je reste persuadé qu'il y a... Tout cela est tout à fait possible. Tout cela est tout à fait possible. Moi, je reviendrai sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, il ne faut pas être caricatural. Et vous, dans l'exemple que vous donnez là sur la Suisse, on n'est pas dans la caricature parce que vous faites état d'une situation réelle, mais on est dans des exemples extraits, dans une situation idéale, en situation de perte d'emploi. La vraie réalité, c'est quand même que il y a des entreprises où ça marche bien, il y a beaucoup d'entreprises encore, malheureusement, dans notre pays, où ça ne marche pas, parce qu'on le voit bien que les positionnements et dans les discussions qui sont en cours aujourd'hui dans notre pays, on se rend compte quand même qu'on est très loin de cette situation idéale. On en est loin parce que ça n'est pas dans notre culture. Vous posiez la question de savoir pourquoi en France on est comme ça. D'abord parce qu'on est des révolutionnaires. Et nous, on a besoin de couper des têtes. Voilà, c'est comme ça. Alors, il faut couper des têtes, il faut qu'il y ait un coupable, il faut que c'est toujours la faute à quelqu'un d'autre. Regardez, dans l'actualité d'aujourd'hui, vous avez des exemples qui sont quand même... ils pourraient être risibles s'ils n'étaient pas aussi dramatiques sur l'incapacité qu'on a dans ce pays à s'écouter et à travailler ensemble.
Donc dans les entreprises, forcément, quand vous avez ce grand guignol que vous pouvez constater sur les écrans de télévision dans l'actualité en ce moment, sur des gens qui se déchirent, alors que théoriquement, dans la même entité, on devrait pouvoir comprendre qu'ils sont complémentaires. Comment voulez-vous qu'à l'intérieur des entreprises, ensuite, les gens aient des exemples et formulent des exemples de dialogue, de compréhension, de partage, d'envie de faire ensemble, etc. À l'école, dans notre pays, quand vous démarrez, vous êtes déjà en compétition contre tous les autres de la classe. Vous travaillez très rarement dans les classes en collectivité. Vous travaillez un contre les autres. Vous êtes 30 et il faut être le premier des 30. Vous avez rarement des groupes de travail. Quand on parlait des différenciations entre les systèmes rénans et notre système à nous, c'est tout ça. C'est nous avons du mal à avoir une conception collective de la vie et du travail. Nous avons besoin d'avoir des chefs. On aime avoir des chefs, et quand on a des chefs, on n'a qu'une envie, c'est de les combattre. Donc on est dans ces contradictions. Et notre ami anglais éclate de rire. Et notre ami anglais éclate de rire parce que ça n'est pas vrai dans son pays d'origine. Je veux dire, les Allemands, ça n'est pas vrai non plus, parce qu'ils ont une autre. Mais alors, est-ce que ça se soigne? Moi, je pense que ça s'éduque. Je pense que ça s'apprend. Je pense qu'il faut à la fois dans les écoles d'ingénieurs apprendre ce qu'est le management des hommes et ce que l'on peut tirer du meilleur des hommes à partir du moment où on a les pratiques qui permettent de le faire. Je crois qu'il faut apprendre aussi à des syndicalistes de dialoguer, de comprendre, de se mettre aussi dans la réalité de l'économie du monde dans lequel ils vivent et de pouvoir comprendre qu'il ne suffit pas de demander pour avoir. Mais pour avoir, il faut être en capacité de pouvoir donner, et qu'une entreprise ne peut, à un moment donné, ne donner que ce qu'elle gagne. Et pour qu'elle gagne, il faut qu'il y ait une participation collective. Je veux dire, oui, ça s'éduque. Tout le monde peut prendre une part de responsabilité dans la situation présente, et tout le monde peut participer au changement et à l'évolution de cette situation. Nous, on travaille à des repositionnements, à des reclassements de salariés, y compris de salariés fragiles. Je peux vous dire que l'on arrive, à partir du moment où on réunit les conditions, et les employeurs nous permettent de réunir ces conditions, à remettre dans l'emploi des gens dont plus personne ne veut, parce qu'on considère que leur état physique, psychologique est tel qu'ils ne sont plus valables. Alors qu'en réalité, quand on y met les moyens, on voit que ces gens sont tout à fait capables de reprendre une autre activité et de redevenir une dynamique positive et d'y prendre plaisir. Et je vais finir juste sur une anecdote. Quand moi j'ai commencé à travailler, j'avais un chef. Vous savez ce que ça veut dire, le terme chef? Ça veut dire que vous êtes au-dessus des autres, vous êtes meilleur. Donc, quand vous nommez quelqu'un chef, vous avez une forte probabilité qu'il devienne beaucoup moins malin qu'il ne l'était avant d'être chef. Moi, j'avais quelqu'un qui ne fonctionnait que par l'autorité. Il n'a jamais obtenu de moi autant que ce qu'a obtenu un autre responsable avec lequel je travaillais, qui lui savait me diriger, me manager. Et quand je rentrais le soir, j'étais plus fatigué que le type qui était sympa, mais j'étais content et j'avais passé une bonne journée de travail. Quand j'étais avec l'autre, j'étais moins fatigué, parce que finalement, je n'avais pas envie de travailler avec lui, et il n'avait pas obtenu de moi ce qu'il aurait pu obtenir. Quand on est capable de comprendre ça, et quand dans les entreprises, on est capable d'appliquer, de dire que l'homme est un élément indissociable du résultat économique, à partir de là, on peut progresser. Allez-y, excusez-moi. Je pense que vous soulevez une question qui me paraît capitale, c'est le sens du travail humain. Parce que, est-ce que le travail, c'est la vente de mon service de manière mercenaire? Est-ce que c'est la punition? L'homme travaillera à la sueur de son front? Alors, il y a aussi ça, mais il y avait deux aspects dans la tradition grecque du travail, l'aspect créatif du travail et l'aspect pénibilité du travail, qui appartient aussi au travail. Le travail n'est pas un endroit ludique, c'est un travail aussi de créativité et de pénibilité. Et d'associer les deux choses avec la contribution au bien commun me paraît vraiment une pédagogie nécessaire aujourd'hui. Et à travers ça, alors aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure, de comprendre que ce qui est important, c'est la personne humaine qui travaille, et pas tant la qualification, le bac plus quelque chose, qui va qualifier la personne humaine. Le fait qu'une personne travaille, quelle que soit son activité, la rend digne en elle-même. Je suis à Calcutta régulièrement et je voyage dans les rues comme ça, et à côté de l'endroit où j'habite, il y a une famille qui prend les capsules de bouteilles, enlève le plastique et vend séparément le plastique et le fer. Je suis bouleversé de la qualité du travail qu'ils font, de la performance qu'ils ont et de la joie qu'ils ont. Alors que, vu de l'extérieur, quand tu as une qualification sociologique des métiers, on peut dire que c'est pas grand-chose d'être éboueur ou d'être personne qui fouille les ordures. Mais quand tu as la dignité et la beauté du travail qu'elles font, les personnes sont rayonnantes. Et ça, je crois qu'il va falloir rééduquer notre monde au sens du travail humain.
C'est pour ça qu'il y a à la fois les relations sociales en groupe et puis aussi les relations inter-individuelles entre personnes. Tu as du prix à mes yeux, ça s'appelle la reconnaissance. Et je suis, enfin ça c'est une expérience que tous les hommes d'entreprise peuvent faire, tous ceux qui ont eu des responsabilités, que l'écoute, la bienveillance, qu'il ne faut pas confondre avec la mollesse, le respect des personnes, la reconnaissance, ça donne des ailes. Et quand les personnes se sentent reconnues, eh bien elles donnent le meilleur d'elles-mêmes et en plus, à mon avis, elles sont moins fatiguées. Vous avez Ça n'est pas toujours matériel. Non, absolument. Je suis totalement d'accord. Vous avez parlé du rôle du chef. Alors pour revenir à François Michelin, il disait, vous savez, le patron. Qu'est-ce que c'est un patron? Dans le monde de la couture, c'est un modèle. Patron. On copie parce que c'est l'exemple. Et il me disait aussi un jour, Monsieur Duke, regardez-moi. Vous voyez pas que j'ai de très grandes oreilles? Je dis, effectivement, monsieur, un peu comme le prince Charles. Il me dit, mais c'est ma meilleure qualification pour être patron. Merci de nous avoir offert ce joli mot de la fin. Merci à tous les quatre d'être venus nous aider à nourrir notre réflexion. Je rappelle pour ceux qui voudraient poursuivre qu'on peut aussi retrouver les livres de plusieurs d'entre vous. Alain Duke, vous êtes co-auteur de Michelin et la gestion de carrière avec Daniel Boulanger. C'est chez l'éditeur EMS, paru en 2011. Monsieur Grenet, vous avez publié vos cahiers, Joie et tourments d'un DRH vers une conception humaniste de l'entreprise aux éditions du Cerf. C'est sorti en 2007, mais c'est toujours d'actualité. Puis vous avez publié aussi dans Le silence de Dieu des mots pour l'espérance aux éditions du Cerf. Père Nicolas Butet, bien sûr, plusieurs livres sur l'Eucharistie. Alors c'est un autre sujet, mais enfin on peut, pour les chrétiens évidemment, y trouver aussi la source de l'essentiel. C'est aux éditions de l'Emmanuel, par exemple, l'Eucharistie à l'école des saints que vous voyez sur vos écrans. Merci beaucoup Gervais Hans et longue vie à Oméga. Et puis merci infiniment à Marc Janson et à DCX pour leur fidélité dans cette collection L'entreprise à visage humain. Merci aux équipes de rédaction et de production qui ont travaillé pour cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous.